La loi, c'est la loi. Vous voyez, ils ont dit de porter nos casques. Donc on ne peut rien. C'est obligé, c'est forcé à tout un chacun de nous, en sortant de chez nous, si on est à moto, de porter nos casques et en même temps, passons par la piste cyclable pour ne pas tomber dans la main des policiers. Car tout cela, c'est pour notre sécurité. Vous voyez, c'est pour notre sécurité. Donc on ne peut jamais aller contre cela. En ce qui concerne les policiers, je vais leur dire seulement qu'ils n'ont qu'à faire le travail avec du professionnalisme. On sait qu'ils sont là pour nous, nous sommes aussi là pour eux. Ils n'ont qu'à faire le travail avec du professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, on entend qu'il y a des dégâts causés, il y a des choses qui se passent un peu partout là. Tout cela, ça nous décourage. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes tous des Béninois. Le Bénin, c'est un pays de paix. La base, c'est quoi? Le pouvoir est d'essence divine. C'est Dieu qui nomme un patron ou un responsable. Le président Talon ne s'est pas fait nommer. Dieu l'a mis là pour un temps donné. Et il lui a dit, dirige, gouverne le pays. C'est à lui que Dieu veut demander le compte. Donc s'il donne des instructions à ces institutions, nous, populations, nous sommes tenus de les respecter. La police républicaine est une institution qu'on doit respecter parce qu'elle est là pour nous protéger. Quand nous on dort la nuit, qui nous protège, qui nous surveille? Quand bien même c'est Dieu qui a la protection, mais la police patrouille. C'est des gens qui subissent. Vous les voyez au carrefour partout, sous le soleil, tout ça là. Quand le soleil tape trop la tête aussi, la réaction parfois est bizarre. Tout ce qu'ils font là, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas pour faire du mal. Mais parfois ils sont débordés et ils sont obligés de faire des choses. Il reste seulement que la population fasse effort pour les comprendre. Si toi, un père de famille, tu as ton fils, tu lui parles tous les jours, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. S'il continue, qu'est-ce que tu fais? Tu le tapes. Maintenant, nous allons demander à la police seulement de tenir compte du pays, de la situation du pays, pour ne pas embraser le pays. Aujourd'hui, il y a bagarre, demain, il y a bagarre quelque part. Et cela, vraiment, ça nous décourage. Et le chef de l'État, même en question, n'aime pas des choses comme ça. Vous voyez, le Bénin, c'est un pays de paix. On doit se battre, on doit lutter pour que la paix règne toujours dans ce pays. Si nous sommes quelque part là, on doit sensibiliser la population, on doit parler à la population, de porter les casques, c'est très important. Et les policiers ne font pas du mal à la population. Ça, c'est du bien pour tout le monde. Aidons aussi dans les travaux pour que tout soit facile dans le pays. Les gens sont déjà sur les nerfs et ils veulent seulement la bûchette qu'ils vont mettre pour que le pays prenne feu. Ça ne prendra pas feu. Par la grâce de Dieu. Le président Talon est en train de nous aider, que Dieu l'aide à finir sans problème. Mais respectons son institution et nous respectons Dieu comme ça. Donc nous demandons aux policiers de respecter leur chef hiérarchique qui est le DGPN, qui est un grand croyant et qui ne peut jamais demander que les gens fassent de la bavure policière. Mais il faut sanctionner. Si on sanctionne, je crois que ça va diminuer. Ils ont le droit d'arraisonner les voitures, les véhicules et de prendre leur numéro, c'est tout. Et de les convoquer après. C'est tout. Mais quand on fait la violence de gauche à droite, les fauteurs de troubles vont profiter pour troubler notre pays. Et la paix, ça n'a pas de prix. Hein. Si ça arrive, personne ne sera épargné. Donc on n'a qu'à faire attention et respecter le pays. On a un seul pays. Que Dieu nous assiste. Le port de casque dans tout le pays. Nous avons été témoins de tout ce qui se passe à ce sujet. En ce qui concerne l'affrontement entre les policiers et un citoyen dans Sitengou, les autorités judiciaires ont pris le dossier à charge et ont fait leur travail. Tous, nous avons suivi à travers la presse les décisions juridiques prises. Le verdict est tombé. Ce dossier a été bien traité. Nous appelons toute la population béninoise au calme. Nous passons par ce canal pour remercier toutes les autorités, principalement le chef d'état-major et le directeur général de police républicaine, pour les implications personnelles dans ce dossier. Nous passons également par ce canal pour remercier le chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, qui n'a pas du tout été d'avis par rapport à la réaction des agents de force de sécurité publique
en direction de nos paisibles citoyens. Nous pensons que tout le monde, les sages, les hommes, les femmes et autres, nous devons nous ressaisir et commencer par penser à nos défauts également. Nous devons sensibiliser nos enfants sur le fait qu'on n'affronte pas les forces de sécurité publique. Lorsqu'on vous interpelle, vous restez calme et serein. En cas de bavure et incarcération, vos parents peuvent aller se plaindre auprès des autorités compétentes. Ils peuvent saisir le procureur de la République ou le président du tribunal. Nous demandons aussi à la population de ne plus monter sur une moto sans casque, car il est de notre intérêt et de protection de notre vie. En ce qui concerne les conducteurs de taxi-moto, appelés communément ZIM, nous vous demandons de ne plus accepter de remorquer un client qui refuse de porter son casque. Par ailleurs, nous conseillons les paisibles citoyens de ne plus publier les brimades et bavures des policiers à l'encontre des populations sur les réseaux sociaux. Ils peuvent toutefois les montrer au procureur de la République et aux autorités compétentes. Par ailleurs, nous demandons aux agents en uniforme de ne plus chercher à aller affrontement corps à corps avec qui ce soit pendant l'exercice de leurs fonctions. Nous vous prions de garder votre calme et relever au besoin le numéro de matricule de la moto dont le propriétaire refuserait d'obtempérer aux ordres. Toutefois, nous mettons aussi en garde tous les individus qui auraient l'intention d'inciter la population à la révolte contre les forces de l'ordre, car nous allons à une période très sensible. Nous lançons un vibrant appel en direction des honorables députés, tous tendances confondues, à accepter de voter la loi d'amnistie en faveur des politiciens en prison et ceux qui sont en exil afin que notre peuple soit uni et accompagne le chef de l'État à terminer son mandat en beauté. Nous avons pris également des notes en interne pour avertir les policiers qui se rendraient coupables de ces agissements qui seront purement et simplement sanctionnés. Alors, pour ce qui concerne ces canaux, c'est des canaux habituels que vous connaissez, le 166, et qui est gratuit d'ailleurs. Et nous avons mis en place depuis quelques jours un second numéro qui est le 21 31 34 81. Et par ce biais, nous pourrons être informés. Nous avons également la possibilité d'écrire sur les mails professionnels de la police républicaine. On a un site. Donc, lorsque vous écrivez, vous nous mettez au courant de ce qui se passe, immédiatement, l'inspection technique de la police républicaine est mise en œuvre. Et c'est ça que nous voulons quand même transmettre aux populations. Ce qui s'est passé à Nati-Tengu ne restera jamais impuni. Nous ne sommes même pas intervenus. Nous avons laissé la justice faire son travail. Je sais que vous êtes au courant que ces policiers indélicats ont été placés. Vous le savez bien. Donc on n'a pas fait d'irruption dans la procédure judiciaire. Ils ont été placés. Et nous allons tous attendre les sanctions au niveau judiciaire. Mais pour ce qui concerne les sanctions au niveau disciplinaire, les chefs hiérarchiques ont été instruits de déclencher la procédure habituelle, la procédure disciplinaire habituelle, qui va de la demande d'explication, c'est-à-dire le droit de s'expliquer, ils doivent s'expliquer, et après ça, les rapports habituels qui vont être faits jusqu'au rapport de punition. Et ces individus-là, je les appelle individus parce qu'ils vont mieux comprendre ce qu'on leur dit. Ils passeront devant le conseil de discipline. Chaque citoyen doit être conscient. Et c'est ça qui justifie les sensibilisations que nous faisons en amont. Lorsqu'on te prend une première fois parce que tu n'as pas porté le casque, on t'inflige une contravention et tu paies la contravention. Je crois que tu dois comprendre que la prochaine fois, tu dois te mettre en règle. Si tu ne te mets pas en règle, c'est que tu as choisi d'être en porte-à-faux avec les lois de la République. Si on te retrouve la prochaine fois,
on te sanctionne encore. On te sanctionne. Mais je voudrais vous rappeler que nous, on ne met pas les gens pour les obliger à payer les frais de fourrière. On n'a pas engagé d'abord le processus de frais de fourrière. Lorsqu'on prend ta moto, c'est pour qu'on s'assure que la contravention a été réglée. Et lorsque tu reviens avec la preuve que tu as réglé la contravention, ta moto sera restituée contre 0 francs. Si vous connaissez les commissariats où ils prennent de l'argent par rapport à la fourrière, il faut nous dénoncer ça. Aucun policier n'a le droit, pour le moment, de prendre après la contravention des frais de fourrière. Clap de fin pour le feuilleton politique autour de la réforme constitutionnelle qui tient en haleine le Togo depuis fin mars. Les députés ont définitivement adopté vendredi 19 avril dernier une nouvelle constitution contestée par l'opposition à seulement 10 jours des élections législatives. Nous appelons les Togolais à se saisir des élections à venir pour sanctionner lourdement et massivement le régime et ses alliés qui l'ont aidé à perpétrer ce coup d'État. Le mot d'ordre est tout sauf unir et allier. Les gens qui participent à la campagne électorale, ils ont commencé une campagne sous une république et ils vont terminer les élections sous une autre république. Mais dans quel pays sommes-nous? Adopté vendredi soir avec 87 voix sur 87 à l'Assemblée, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition du suffrage direct pour choisir le président de la République, en même temps qu'elle crée la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre tous les pouvoirs. La magistrature suprême est, selon les termes de la nouvelle constitution, vidée de sa substance puisque le nouveau président est privé de toute prérogative. Ce sont les députés qui éliront le chef de l'État sans débat et pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le véritable exercice du pouvoir résidera entre les mains d'un président du Conseil des ministres, une sorte de super premier ministre qui sera obligatoirement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, stipule le nouveau texte. Le vote de ce jour vient entériner les aspirations profondes de nos populations à rompre avec le système classique et à doter notre nation de repères plus adaptés à l'évolution. L'histoire retiendra que la 6e législature a rendu un grand service à la nation togolaise par sa vision et sa détermination. Pour nous, c'est une amélioration de la gouvernance. En améliorant la gouvernance, éventuellement nous aurons l'alternance, mais pas par une élection présidentielle, par une victoire à des élections législatives. Pour rappel, le chef de l'État avait déjà réaménagé la Constitution en 2019, lui permettant de remettre les compteurs à zéro et de briguer de nouveaux mandats supplémentaires en 2020 et 2025. Les députés togolais avaient déjà adopté la nouvelle constitution le 25 mars après quelques heures de débat et sans que le texte soit rendu public, ce qui avait immédiatement déclenché un tollé parmi l'opposition mais aussi la société civile qui ont rapidement qualifié ce vote de coup d'État institutionnel. Pour entrer en vigueur, la nouvelle constitution doit passer la formalité d'être promulguée par Foy Yassingbe. Planète contre plastique, c'est le nouvel appel aux armes pour le jour de la Terre 2024. Un appel à une réduction de 60% de l'utilisation du plastique d'ici 2040. Une des actions pour atteindre cet objectif consiste à essayer d'éviter d'acheter des produits emballés dans des emballages plastiques. Une visite dans n'importe quel supermarché américain est un peu un désastre en matière de plastique, mais il existe des mesures que nous pouvons prendre en tant qu'individus pour réduire le plastique. Cela demande un peu de réflexion, c'est difficile. Et ne soyez pas dur avec vous-même, vous allez acheter du plastique lorsque vous ferez vos courses. Judith Henke est l'ancienne administratrice régionale de l'Environmental Protection Agency et présidente du groupe de défense Beyond Plastics. Cette militante est convaincue que des petits gestes peuvent conduire à de grands changements. Henke évite les produits emballés dans ce qu'elle appelle les cercueils en plastique. Elle emballe ses œufs dans du carton et son poisson dans du papier.
Les consommateurs doivent savoir que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables. Aux États-Unis, seuls 5 à 6% des plastiques sont recyclables. Donc notre conseil clé est d'essayer d'éviter les plastiques autant que possible. 5 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année dans le monde. La moitié de tout le plastique produit est destiné à un usage unique. Des dizaines de volontaires se sont rassemblés samedi à Lagos à l'approche de la Journée mondiale de la Terre 2024. Cette initiative vise à attirer l'attention sur la nécessité de la protection de l'environnement. La militante écologiste et responsable des projets Susi Vibes, Sonia Ugwuna, souligne l'importance de cette action pour la survie de notre espèce. Nous n'avons pas besoin d'attendre des jours comme la Journée mondiale de la Terre pour devenir plus conscients de notre environnement. Cette planète est tout ce que nous avons. Et si nous n'unissons pas nos efforts pour garantir un avenir durable, personne d'autre ne le fera. Susi Vibes, un important groupe de défense de l'environnement, a conduit des volontaires sur un marché pour ramasser les plastiques déversés dans la rue et également nettoyer les gouttières. La raison pour laquelle il semble que la plupart des gens ne se soucient pas de l'environnement est que parfois les effets néfastes sur l'environnement ne sont pas aussi tangibles. Ainsi, pour que vous puissiez constater les effets de vos actions sur l'environnement, il faut que cela prenne une ampleur considérable. Par exemple, nous n'étions pas conscients que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que nous commencions à constater les effets du changement climatique. La Journée mondiale de la Terre est un appel à l'action pour que les individus, les gouvernements, les entreprises et la société civile travaillent ensemble pour un monde plus durable. Nous sommes tous des humains et nous pouvons être négligents dans l'élimination des déchets. Mais le gouvernement peut avoir des agents environnementaux partout pour arrêter les contrevenants. Le Nigeria est confronté à un défi de taille face à une production annuelle estimée à plus de 2 millions de tonnes de déchets plastiques. À Fapara, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des femmes cultivent des légumes en groupe. Grâce à cette activité, elles tirent les moyens nécessaires à la vie de leur famille, obtenant de facto leur indépendance financière. Au moment où je ne cultivais pas oignon, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis obligée de demander à quelqu'un. Pardon, il faut m'aider. Ou soit pour demander à mon mari, il faut m'aider. Bon, s'il n'en a pas, je prends ça comme ça. Ou soit je vais aller prendre crédit avec quelqu'un. La coopérative bénéficie du soutien du Programme alimentaire mondial, une assistance technique et matérielle. Nous soutenons un certain nombre de groupements agricoles constitués principalement de femmes en leur donnant justement les moyens de produire à travers la fourniture d'intrants agricoles, mais aussi de techniques agricoles pour leur permettre justement d'avoir une meilleure rentabilité dans leur culture. Le projet permet aux femmes de devenir les principales actrices de la vie du village. Elles ont acquis une place importante dans la société rurale, généralement dominée par les hommes. Je vous prends un exemple. Si dans ma cantine, j'utilise de la tomate, je vais dire de la tomate fraîche, ou alors la tomate bio, alors que dans l'arrière-pays ou tout autour en milieu périurbain, il y a une coopérative qui a été mise en place pour offrir sur le marché de la tomate fraîche ou de la tomate bio. Vous voyez que je leur réserve déjà un marché captif. Donc du point de vue économique, il y a des revenus qui vont circuler. Mais dans le pays, seuls 8% des femmes possèdent des terres contre 22% des hommes. Une disparité qui peut constituer un frein au développement de leurs activités agricoles. La région du Sahel, actuellement en proie à des conflits, est en train de devenir une route influente pour le trafic de drogue. Selon les chiffres publiés vendredi dans un nouveau rapport de l'ONU, les saisies de drogue ont grimpé en flèche dans cette zone. En 2022, 1466 kilos de cocaïne ont été saisis au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et au Niger, contre une moyenne de 13 kilos entre 2013 et 2020. La cocaïne est la drogue la plus saisie au Sahel, après la résine de cannabis, précise le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité.
Cette analyse intervient alors que le Sénégal, frontalier du Sahel, a annoncé la semaine dernière une saisie record de cocaïne de 1137 kilos, la plus importante jamais interceptée sur Terre et évaluée à 146 millions de dollars. Le district de Mazoé, dans la province centrale de Mashonaland au Zimbabwe, est confronté à une grave sécheresse prolongée. Celle-ci menace l'approvisionnement en maïs du pays. Vu l'état de notre champ en ce moment, si nous obtenions ne serait-ce qu'un seul seau de maïs, ce serait, je ne sais pas, nous n'attendons rien de ce champ. Les faibles précipitations dans le district de Mazoé ont détruit 1 million d'hectares de maïs. La sécheresse, selon nos estimations, nous obligera à importer environ 1,1 million de tonnes de maïs pour la consommation humaine et animale d'ici le 31 juillet 2025. Actuellement, le pays importe déjà des céréales d'Afrique du Sud et des stocks supplémentaires devraient bientôt être expédiés du Brésil. L'impact de la sécheresse sera considérable et devrait ralentir l'activité économique et alimenter l'inflation. La demande est énorme et donc les prix ont tendance à augmenter. Mais en termes de notre modèle de tarification, nous conserverons nos marges habituelles et nous ne faisons pas de profit avec ces marges. Le gouvernement zimbabwéen a déclaré qu'il investissait désormais non seulement dans l'atténuation, mais également dans l'adaptation à ce qui est en train de devenir rapidement une nouvelle normalité. En tant que gouvernement, tous les ministères ont désormais l'obligation de veiller à intégrer le changement climatique dans leur budget et leur planification, afin d'offrir 1,2 milliard de dollars chaque année. Le problème n'est pas spécifique au Zimbabwe. La région d'Afrique australe connaît une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en grande partie provoqués par le changement climatique. Au Soudan, le conflit militaire qui a débuté il y a 1 an a conduit à la destruction des hôpitaux, obligeant la famille de Mohamed à parcourir plus de 1000 km jusqu'à Port-Soudan, la ville de l'Est actuellement connue pour sa relative sécurité. Le petit garçon malade en attente d'être admis à l'hôpital n'a pas pu trouver où se loger en ville. Il vit avec ses proches dans la rue. Le conflit nous a obligés à quitter notre ville natale et à nous déplacer. Nous sommes arrivés ici à Port-Soudan il y a une vingtaine de jours pour faire soigner mon fils. Il a besoin de transfusions sanguines et de soins tous les 6 mois. Ce que vit cette famille et d'autres déplacés met en lumière la situation désastreuse du système de santé soudanais, poussé au bord de l'effondrement par 1 an de conflit. Environ 80% des institutions médicales du pays ont arrêté leurs services. Nous sommes confrontés à une forte augmentation de la demande de services médicaux. Et nous sommes confrontés à un énorme défi en termes de réserve de médicaments et de capacités techniques. Même ceux qui ont la chance de bénéficier d'une consultation médicale, le manque de médicaments reste un problème. La pénurie de médicaments est un problème grave. Nous ne pouvons acheter aucun médicament. Les médicaments courants contre le diabète et l'hypertension artérielle ne sont disponibles que si vous avez un moyen de les commander à l'étranger. Depuis le début de la guerre, plus de 14 000 décès ont été enregistrés au Soudan, tandis que le nombre de déplacés a atteint les 8,2 millions selon l'ONU. Une frappe aérienne israélienne dans le sud de Gaza a tué au moins 9 Palestiniens, dont 6 enfants. La frappe a touché vendredi soir un immeuble résidentiel dans le quartier ouest de Tel Sultan de la ville de Rafah, selon la défense civile de Gaza. Ahmad Barhoum, un déplacé du nord de l'enclave, a perdu sa fille dans cette attaque.
Ils ont bombardé une maison pleine de personnes déplacées, de femmes et d'enfants. Avec le soutien du Programme alimentaire mondial, une boulangerie de la ville de Gaza a rouvert ses portes pour la première fois depuis le début de la guerre. Selon les organisations internationales, 1,1 million de personnes, soit la moitié des habitants de Gaza, connaissent une insécurité alimentaire catastrophique. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne affirme avoir tué 10 combattants lors du raid de Nour Shams. Plusieurs soldats de Tsahal ont été blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que l'une des personnes tuées était un garçon de 15 ans, abattu par des tirs israéliens.